CI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, nous faisons une projection dans le futur, précisément en 2025, année au cours de laquelle devrait se tenir la prochaine présidentielle ivoirienne. Ces dernières semaines, plusieurs états-majors politiques se sont prononcés sur la question. Si le climat politique actuel est plutôt paisible, dans le fond, les perspectives semblent en revanche n'avoir guère évolué. La présidentielle de 2025 sera-t-elle un nouveau tournant dans l'histoire du pays avec une affiche Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo? Ce soir, on fait de la prospective et vous entendrez l'analyse de nos spécialistes. Ils se prononceront également sur le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, annoncé pour le 26 novembre prochain. Quelle incidence aura ce retour sur l'échiquier politique en général et sur la gauche ivoirienne en particulier? Et en fin d'émission, à la une de l'actualité africaine, vous le savez, le procès du massacre du 28 septembre en Guinée. Le tribunal interroge depuis plusieurs jours Aboubacar Toumba Diakité, l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, au pouvoir au moment du drame. L'homme enchaîne les révélations, analyses et décryptages également à suivre. Avec moi en plateau ce soir, professeur Nogbou Hyacinthe, il est le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire et écrivain. Un autre écrivain sur ce plateau, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. André Silver Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Augustin Couillot, journaliste et rédacteur en chef de Notre Voix. Et enfin, Fulbert Kofi Evans, journaliste blogueur qui fait sa première d'un NCI 360. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alafé Wakili, ça faisait un moment? Oui, bien sûr. Les missions, les voyages, et puis on est là. Très bien. Professeur Dion, vous avez des images pour nous ce soir? On verra. Des expressions imagées comme on les aime. Augustin Couillot également, ça fait un moment. Oui, ben voilà, vous m'invitez, je suis là. Merci beaucoup. Professeur Hyacinthe Nogbou, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Vous nous en direz plus sur tout ce qu'on a envie de savoir sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Messieurs, ces derniers jours, vous le savez, les principaux états-majors politiques ont évoqué, sous des formes diverses, la prochaine présidentielle ivoirienne. Si le climat politique actuel est plutôt à l'accalmie, dans le fond, les perspectives semblent en revanche n'avoir guère évolué. La présidentielle de 2025 sera-t-elle un nouveau tournant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec une affiche Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo? Faut-il craindre un remake de l'affiche des élections de 2010? On fait le point avec Pierre Dipomelin et on en parle juste après. On est bien loin des élections présidentielles de 2025, mais déjà, dans les QG des partis politiques, on affûte les armes. Les portraits robots de candidats sont de plus en plus précis. Damanan Picasse a réitéré la volonté du PPACI à porter Laurent Gbagbo comme candidat du parti en 2025 lors d'un meeting. On a affirmé lors de notre anniversaire que notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Un parti légalement constitué tient ses assises et décide qu'un de ses militants est son candidat. Et puis les autres sont hystériques. Ils sont complètement déroutés. En réponse, des cadres du RHDP n'excluent pas eux aussi le choix de leur mentor, l'actuel président Alassane Ouattara. Le ministre Mamadou Touré l'a fait savoir lors d'une rencontre politique avec des jeunes du parti. S'ils veulent désigner leur candidat 3 ans avant l'élection présidentielle, mais c'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Nous, on se donne les moyens de battre tous ceux qui se présenteront devant nous à quelques élections que ce soit. Mais on leur demande aussi la même posture. Parce que le jour qu'on va choisir notre candidat, quel qu'il soit, il ne faut pas que quelqu'un mette sa bouche dans notre affaire. Le jour que nous, militants du RHGP, on se retrouve en toute souveraineté pour décider que telle personne est notre candidat, on leur demande aussi de ne pas mettre leur bouche dans notre affaire. Chacun n'a qu'à préparer son candidat et puis on va aller aux élections. Pour bien d'Ivoiriens, c'est un retour à l'affiche des élections de 2010 qui avait opposé Ouattara, Gbagbo et Bédié. Le front politique ivoirien s'anime ces derniers jours avec l'organisation de chaque parti politique, notamment le PDCI, qui est sorti d'un bureau politique
le PPACI d'un secrétariat général, mais aussi avec le retour annoncé de Charles Blé Goudé. André Silver Conan nous a rejoint. Monsieur, le fameux débat qui date depuis 30 ans dans ce pays, qui oppose les 3 elders de la politique ivoirienne, en train de refaire surface. On n'a pas beaucoup entendu les analystes que vous êtes. L'élite, en tout cas, ne s'est pas encore prononcée. Première réaction ce soir déjà, Augustin Couillot? Je pense que ce n'est pas une surprise qu'on retrouve les mêmes puisqu'ils sont encore vivants. Et voilà, et ils sont dans la politique. Donc, c'est normal qu'ils aient des ambitions. Donc, voilà, il est possible qu'on retrouve les 3, puisque c'est pas caché. Damana Picasse a déjà dit que Gbagbo est le candidat, même si certains ajoutent naturel, mais pour lui, c'est le candidat. Et c'est le candidat du PPACI. Voilà. Vous n'êtes pas de ceux qui pensaient que le vent était en train de tourner vers une nouvelle génération? Vous n'y croyez pas, vous, non, visiblement? Je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru. Même quand le président Gbagbo était à La Haye, il était toujours présent dans le jeu politique. Étant en prison, il était toujours présent. Donc moi, je n'ai jamais cru que tout cela serait dépassé. Très bien. Evans Kofi? Ouais. Bon, je dirais que aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de tourner une page de notre histoire? C'est une question fondamentale. Oui. Est-ce qu'on a envie de tourner une page de notre histoire? Parce que si on a envie de tourner une page de notre histoire, je crois que Laurent Gbagbo, Ouattara, Bédié devaient être ces sages dans leur parti politique à nous montrer aujourd'hui, 3 ans avant les élections, ceux qui animeront la vie politique ivoirienne. Mais si on est encore au débat de quand on va désigner notre candidat, il ne faudrait pas que quelqu'un mette sa bouche dans notre affaire ou que Gbagbo Laurent est notre candidat. Dès qu'on dit ça tremble, je me pose vraiment la question. Et je pense que le thème de est-ce qu'on ne va pas vers un 2010 bis? C'est la question principale, effectivement. C'est une très bonne question. Alafé Wakili? D'accord. Moi, je veux noter qu'il y a peut-être un test d'abord. Ça va être 2023. Il y a les élections locales, des régionales et municipales qui vont être un indicateur. On ne sait pas comment le RHDP va l'aborder. Qui va conduire la campagne à côté peut-être du président? Est-ce que c'est le président même qui va donner de sa personne ou bien il y aura un leader qui va émerger, qui va coordonner la campagne? Au niveau du PPACI, est-ce qu'un des lieutenants du président Gbagbo sera mis en avant? Au niveau du PDCI, est-ce qu'il y aura un coordonnateur qui fera office de directeur de campagne nationale? Donc, il faut peut-être attendre d'observer et puis de voir les résultats. C'est peut-être à partir de là qu'il y aura une inflexion. S'il n'y en a pas à cette période-là, évidemment, on aura le scénario de 2010. Et puis, bon, il ne faut pas en être a priori déçu et désespéré. C'est notre histoire, c'est notre destin. Il faut peut-être laisser la nature, il faut peut-être laisser les événements naturels nous aider à tourner des pages. Mais les hommes eux-mêmes, ils font l'histoire, les femmes et les hommes font l'histoire. On ne peut pas reprocher à des gens qui sont dans l'histoire à des postes différents, soit tentés de poursuivre cette histoire-là lorsqu'ils ont la capacité de le faire. Et on ne peut pas préjuger que le pire va à nouveau se produire. Il est possible que s'il y a un remake, cette fois-ci, on puisse avoir un happy end. Il ne faut pas désespérer forcément. Professeur Dion? Happy end, Alors, espoir? je ne sais pas trop. Et c'est ça qui fait notre embarras. Un remake de 2010, il y a 2 choses. 2010, les 3 étaient candidats. Aujourd'hui, l'aspect juridique fait que si on s'en tient à ce qui est, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, juridiquement parlant. Donc, ça ne nous ramène pas totalement à 2010. Pour qu'on en sorte, il faut une solution, on va dire, politique. Donc, on sort du juridique, on entre dans le politique. À partir de ce moment-là, c'est le président Ouattara qui a le curseur.
On entre en négociation, on permet à M. Gbagbo d'être candidat. Dans ce cas, on revient au schéma de 2010. Sinon, si on est dans la question juridique, c'est un remake de 2020. C'est-à-dire que c'est Henri Konan Bédié Alassane Ouattara, avec une candidature qui n'est pas possible de Laurent Gbagbo. Ça nous conduit dans le schéma de 2020, c'est je ne vais pas à l'élection parce que tout le monde n'est pas là. Et puis, mais que ce soit 2010 ou 2020, c'est des schémas qui ne sont pas bons pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ensemble 2010 et parce qu'on a vécu ensemble 2020. Vous craignez les violences qui ont émaillé les scrutins de 2010 et 2020, évidemment? La vie politique en Côte d'Ivoire, depuis combien d'années? Vous avez dit une trentaine d'années. C'est ponctué par quoi? Tous les 5 ans, pratiquement, avec des palabres, avec des morts, avec des violences. Mais il faut qu'on sorte de ce cycle un jour. L'évangile de la Côte d'Ivoire, politique de la Côte d'Ivoire, c'est voilà, la Sainte Trinité, là. Au nom de Ouattara, de Bédié et de Gbagbo, Amen. C'est notre vie quotidienne. Mais il faut qu'à un moment donné, eux-mêmes puissent prendre l'initiative de voir comment nous en sortons. Le président Ouattara, à un moment donné, semblait dire qu'il est prêt à donner... À passer la main. Passer la main à la jeune génération. Le président Henri Konan Bédié est le plus ancien dans le grade le plus élevé. J'avais pensé à un moment donné qu'il prendrait l'initiative de dire est-ce qu'on ne peut pas laisser la jeune génération faire? Nous en avons assez fait. Ça n'est pas venu. Le président Bédié me donne le sentiment d'être bloqué à 1999 et qu'il y a une sorte d'honneur à laver. C'est le sentiment que j'ai. Le président Laurent Gbagbo me donne le sentiment qu'il n'a pas encore accepté ce qui s'est passé en 2010 et en 2011 et qu'il faut que lui aussi montre qu'il pèse et même peut-être qu'il peut gagner des élections transparentes et démocratiques. Dans ces conditions-là, le président Ouattara, qui est le troisième acteur, est-ce qu'il a le choix? Et c'est ce que Touré Mamadou dit et les militants du RHDP disent. S'ils demandent à leur leader de se présenter, ce sera naturel que notre leader se présente. Voilà où on en est. D'accord, je reviens à vous tout de suite. Oui, rapidement. Je voudrais préciser que oui, c'est les mêmes, c'est les trois. Mais les postures ont changé. On est d'accord. Le président Gbagbo était président. Aujourd'hui, il est opposant, il vient de la haie. Le président Ouattara était opposant. Aujourd'hui, il est président de la République. Le président Bédié, lui, il est dans la même posture. Opposant en 2010, opposant en 2025. Pour lui, n'a pas changé. C'est le seul qui est dans la même posture. Gbagbo était au pouvoir. Comme il a dit, on peut quitter le palais pour aller en prison et quitter la prison pour revenir au palais. Lui, il a fait le cycle en aller-retour. Et puis, les postures ont changé. Donc, il ne faut pas oublier cela aussi. Absolument. Précision importante. André Silver? 2025, le président Henri Konan Bédié aura 91 ans. Il a été ambassadeur depuis l'âge de 26 ans. 1966, il occupait son premier poste. Mon propre père, mon défunt père, il avait 12 ans. 2025, le président Alassane Ouattara aura 83 ans. Et le président Gbagbo, le plus jeune, aura 80 ans. Vous voyez, le président Gbagbo a été candidat face au président Houphouët-Boigny à 45 ans. Le premier ministre Alassane Ouattara était premier ministre à 48 ans. Depuis un demi-siècle, pour certains, plus d'un quart de siècle pour d'autres, ils sont dans la vie politique. Je suis de ceux qui militent pour la retraite des 3 grands, pour plusieurs raisons. L'une des raisons est qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'on a déjà vu. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Si le président Henri Konan Bédié revient au pouvoir, il reviendra avec ses 12 chantiers dont nombreux déjà ont été exécutés. Il ne fera pas autre chose. Le président Laurent Gbagbo ne fera pas autre chose. Le président Alassane Ouattara, on est tous d'accord sur son bilan macroéconomique. Il est indéniable. Mais sa stratégie est simple. C'est celle de l'endettement basé sur les grands travaux. Il ne fera pas autre chose. À un moment, je pense que la responsabilité leur incombe à eux de prendre la décision. Vous voyez, je suis d'accord avec le professeur Dion. On n'est pas dans la posture de 2010, on est dans la posture de 2020. J'ai dit ici sur ce plateau que le boycott, la désobéissance civile n'aurait pas lieu
si le président Laurent Gbagbo avait appelé à voter pour le président Henri Konan Bédié. Je n'avais pas été compris. Mais c'est vrai, septembre 2020, le Conseil constitutionnel valide les candidatures. Première réaction du président Henri Konan Bédié, il salue cette décision. Il espère... On se souvient d'un tweet, justement, où il saluait cette espère décision. que les autres politiques viennent l'accompagner dans sa candidature. Ça n'est jamais venu. Une semaine après, la désobéissance civile a été lancée par le président Henri Konan Bédié. Et donc, sur ce plateau, j'ai encore dit que les deux meilleurs alliés dans le cadre de la conservation du pouvoir par le président Alassane Ouattara du RHDP, ce sont ces deux principaux adversaires. Pourquoi les meilleurs alliés? Parce que nous sommes dans la démocratie des papas. Vous avez entendu, si ils envoient leur papa, nous, on va envoyer notre papa. Et ça marche. Et ça fonctionne. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de gentleman agreement entre les trois grands, justement pour rester dans le débat politique. Ou peut-être parce que aussi la jeunesse ne s'assume pas. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Voyez-vous, Guillaume Soro, il s'est assumé. Où est-ce qu'il se trouve? Question. Aujourd'hui, on nous parle de ce qu'au PDCI, il n'y avait pas de candidat. Jean-Louis Billon, même sur vos plateaux ici, il le dit, je suis candidat. Donc, il y a aujourd'hui des présidentielles qui s'annoncent au niveau des partis politiques. Très bien. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Yassine Nobou, réaction. Vous qui êtes jeune et directeur de cabinet d'un jeune politique, on va dire les choses comme ça. Quand vous voyez ce tableau, comment vous réagissez? Ma première réaction, c'est que nous avons des lois. Il faut que les lois soient appréciées et dites et appliquées. Ma deuxième réaction, c'est que nous avons un peuple. Il faut que ce peuple-là soit responsable de lui-même à un moment donné pour demander ce qui est bien pour lui. Parce que, comme le dit André Sylvain Konan, depuis combien d'années, la scène politique ivoirienne est maintenue par ces trois grands qui sont de fortes personnalités, mais ceux qui y sont, c'est à partir de nos lois, des principes que nous avons établis qu'on pourra le faire. On est à quelques années de 2025. 3 ans, pratiquement. À 3 ans. Vous voyez déjà que les pics ont commencé à sortir de part et d'autre. Mais on est en train de s'agresser déjà à 3 ans des élections. Que faut-il faire? Il faut interroger le peuple. C'est pour ça qu'on fait cette émission, effectivement. Il faut faire en sorte que ce qui doit être bien pour le peuple, on puisse le lui donner. Moi, je pense, à mon sens, que c'est cela. Il faut que cela... Vous disiez quelque chose de fondamental. C'est au peuple de choisir, mais on a l'impression que chaque fois qu'on convoque le suffrage universel, le peuple s'en remet aux trois grands dont on parle. Je rappelle que vous pouvez nous appeler à cette émission au 27 21 59 91 00. Vos avis et observations sont attendus. Evans Kofi? Je veux rebondir sur ce que mon confrère disait tout à l'heure, qui dit que le peuple, à voir les choses ainsi, montre comme s'il n'était pas assez mûr. Parce que ça fait plus de 30 ans, je dirais 40 ans, que 3 personnes cristallisent la vie politique. Et quand eux sont jeunes, et que l'avenir même appartient aux jeunes, mais qu'est-ce que les jeunes font dans les partis politiques où forcément il faut qu'il y ait une sorte de... C'est Gbagbo ou rien, c'est Ouattara ou c'est rien, c'est Bédié ou c'est rien. Sylvain disait tout à l'heure que ce n'est pas qu'ils ne prennent pas de responsabilité, mais est-ce qu'ils assument ces responsabilités, ces jeunes? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils assument ces responsabilités? Parce qu'il ne sert à rien de dire « je veux », et au moment où peut-être Gbagbo est là et tu ne peux pas assumer. Pour dire oui, que je pense que je peux, ou je pense qu'il est temps quand même que, avec tout le respect bien sûr, que vous preniez une retraite. Est-ce que aussi ça c'est... Est-ce que les jeunes arrivent à le faire? Et ce sont les jeunes qui descendent tous les jours dans les rues pour ces vieux. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Très bien, professeur, vous voulez réagir? Oui, je ne réagis pas. Je voulais simplement dire que c'est de leur droit. Chaque personne, chaque structure dans son organisation, où chacun d'entre nous a le droit de dire « je vais être candidat ». Et chaque structure a le droit de proposer la candidature de la personne qu'elle pense pouvoir lui donner le titre. C'est cela. N'est-ce pas? Par conséquent, cela est normal. Mais en même temps, c'est à nous de voir, et relativement au bien-être du peuple, ce que nous avons
de meilleur à proposer à ce peuple et ce que le peuple attend de nous. Et je pense que nous avons besoin d'interroger. D'accord, à la fin ensuite, Augustin. Il ne faut pas oublier que le départ à la retraite ou le retrait des trois n'est pas nouveau. Ça date même de 2005. Oui, il y a eu, c'était des héritiers d'Oufoué d'abord, la guerre des héritiers d'Oufoué, et ensuite Laurent Gbagbo a été président, et les gens estimaient tant que les trois seraient là, il y aurait toujours problème. Et à partir de 2005, il y a eu un mouvement de changement et de rupture qui a été un peu incarné, que, paix à son âme, le Premier ministre Bagna a tenté d'incarner. On a vu qu'après, il s'est mis aussi dans les rangs. Lui, après avoir tenté d'être candidat en 2015, d'abord en 2010, il a été tardivement candidat. Ensuite, il a essayé en 2015 et il s'est mis dans les rangs derrière le président Bédié. Donc, ce n'est pas nouveau. Leur retraite qu'on espère pour 2025, elle est demandée depuis 2005. Ça fera 20 ans. Et Nyamien Konan a été candidat contre les trois en disant qu'il était temps de changer en 2010. On voit ce qu'il a eu. C'est vrai, Guillaume Soro, son cas peut être étonnant. On peut être opposant, je pense, avec une posture sans excès. Et aujourd'hui, il y en a qui peuvent s'opposer au président Bédié, qui s'opposent au président Ouattara, qu'il soit Koulibaly Mamadou, qu'il soit Jean-Louis Billon, qu'il soit ou autre, ou même Nyamien Konan. Ils ont la possibilité d'aller au bout de leur ambition, de réunir le maximum de parrainage nécessaire, parce que là aussi, c'est un obstacle. Ce n'est pas seulement 50 millions. Il faut être parrainé dans 50% des circonscriptions ou des régions. Donc, ils ont la capacité. Et puis, lorsque la question de l'offre va se poser, il ne faut pas exclure quelque chose. Que s'il y a un candidat qui passe toutes les étapes, comme on l'a vu au Sénégal, avec Macky Sall, qui a battu un président sortant, Abdoulaye Wade, qui avait un bon bilan, qui n'a pas eu peut-être le handicap de l'âge, il n'est pas exclu qu'un outsider, face à ces trois, s'il soit un nouveau candidat, puisse créer une véritable surprise. Mais c'est ce tombe-là qu'il faut trouver. Bani n'a pas pu l'être, perd son âme. Nyamien Konan a tenté de l'être. Dans l'état actuel des choses, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un peut incarner... Ça peut arriver, il reste 3 ans. Ça peut arriver, on attend les élections régionales. C'est de l'audace qu'il faut. Il y en a qui sont déjà... Est-ce que vous dites qu'il y a beaucoup qui ne sont pas audacieux? Oui, mais c'est cela, il manque d'audace. D'accord. Je ne sais pas de quoi... Non, je reviens à vous tout à l'heure. Très bien, Augustin. Je voudrais dire qu'ils ont le droit d'être candidats tant qu'ils le veulent. Et en plus, tant que les textes le leur permettent. Oui, en fait, tant que les textes le leur permettent et tant qu'ils le veulent. Mais le vrai problème, à mon niveau, c'est que ces trois personnalités ont déjà renié leurs paroles. Elles ont déjà renié leurs paroles. À mon sens, ce n'est pas forcément un problème de loi, mais elles-mêmes, eux-mêmes, ils ont déjà dit qu'à un certain âge, pour certains, ils ne pourraient plus être candidats, ou bien ça ne ferait pas bien de diriger, parce que soit on est fatigué, soit... Or, aujourd'hui, ces mêmes personnes s'appuient sur la loi. Donc, ça pose un problème. Vous savez, les partis politiques... le problème, dans ce que vous dites, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le peuple qui n'arrive pas à sanctionner des hommes politiques qui se disent et se dédisent. Je ne dirais pas que on n'est pas mieux pour la démocratie, comme disait un homme politique français, mais tel que nos démocraties fonctionnent, en tout cas en Côte d'Ivoire, les gens votent par parti. Les grands partis qui sont là ont le plus grand nombre de députés. Mais il n'y a aucune dynamique aussi pour changer le paradigme, hein? Si, il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui ont des ambitions, mais après, ils tâtent le terrain, ils voient que, même quand ils disent qu'ils sont candidats contre leur propre leader, ils sont malmenés dans l'opinion. Voyez-vous? Donc, librement. Ils sont malmenés, oui, ils sont malmenés dans l'opinion. Même quand le leader a déjà renié sa parole, tout cela, ça passe en perte et profit. Donc, je vais dire que ce n'est pas les ambitions qui manquent, mais il faut aussi la volonté de changement de la part des leaders, en tout cas des plus hautes autorités qui sont les trois cons. Et tant que leur volonté n'a pas changé, on va se retrouver en 2000 parce qu'aujourd'hui, quand Damana Picasse dit que c'est Gbagbo qui est leur candidat, Gbagbo ne dit rien.
il ne se prononce pas dessus. Il a fait tout un discours, mais il ne s'est pas prononcé là-dessus. Non, mais moi, je pense que Alafé a dit quelque chose qui est important. Oui, très rapidement. Ça dit que les jeunes même ne sont pas audacieux. Ça, il ne faut pas qu'on se foute. C'est un jeune. André Sylvain Konan a commencé à citer quelques jeunes. Pour lui, il y a quand même des jeunes qui s'affirment. Voilà, quand vous écoutez Mamadou, il s'appelle comment? Touré. C'est Oui, il est jeune, mais pourquoi est-ce que lui, aujourd'hui, va parler de si on va désigner quelqu'un? Lui-même, il peut se présenter. D'accord. S'il vous plaît, monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. André, ensuite professeur Dion. Pour moi, il ne s'agit pas de manque d'audace des jeunes. Quand vous prenez le PDCI, le président Henri Konan Bédié est avec depuis 1966. Je vous dis, c'est un demi-siècle presque. OK? Et donc, il est avec les militants du PDCI, vous savez, le parti des barons, des éléphants et autres. Il faut tenir compte justement de la mentalité, de la culture africaine qui est celle du respect des aînés. C'est important. Il y a de nombreux jeunes en griffe qui ont essayé au PDCI. Kouadio Konan Bertin, Charles Konan Bani, Djedje Madi, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Au PPACI, auparavant FPI, le vrai problème de Pascal Affi-N'Guessan, c'est son ambition présidentielle. Au-delà de tout ce qu'on dira, l'habillage qu'on fera, c'est son ambition. André, est-ce que vous êtes en train de dire que tant que ces elders seront sur la place, aucun jeune n'a des chances? C'est leur leadership qui est important, c'est leur volonté qui est le plus important. Vous savez, le changement vient plus rapidement quand il est porté par un management, par un leadership encore plus puissant, une élitiste. Vous voyez, mais sinon, vous aurez des crises interminables. C'est ce qui se passe, par exemple, au Maroc, où chaque fois qu'il y a, des crises latentes, le leadership du roi s'affirme très rapidement. Mais ça évite les crises. C'est exactement la même chose. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis passé à autre chose, parce que cela fait des années qu'on demande la retraite, mais ça ne passe pas. Mais j'aimerais revenir sur le cas précis du président Laurent Gbagbo. Il y a une vraie incohérence, une grande hypocrisie autour. L'incohérence est le fait qu'il est président d'un parti politique, alors qu'il n'est pas éligible jusqu'à présent. Rappelez-vous, en septembre 2020, le président de EDS, Georges Armand Ouénier, il était allé rencontrer, je me rappelle très bien, le président de la CEI pour lui demander pourquoi le président Laurent Gbagbo n'était pas inscrit sur la liste électorale. Le président de la CEI lui a dit que cela ne dépendait pas de lui parce qu'il y avait une condamnation. La condamnation, par contumace vraie, n'a pas changé. Vous voyez, c'est pourquoi je parle d'incohérence et d'hypocrisie. Incohérence de la part de qui? Incohérence parce qu'il est le président d'un parti politique, donc logiquement, il ne devrait même pas être, il ne devrait pas avoir, moi j'ai jamais vu l'agrément de PPACI, j'ai même pas encore vu les papiers, mais il ne devrait même pas être président. Pourtant il est reçu dans ce sens. Donc il y a une incohérence, mais il y a une grande hypocrisie sur justement son éligibilité, parce que il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et raisonnablement, je ne vois pas l'administration RHDP le réinscrire sur la liste électorale. Et c'est pourquoi, justement, je dis qu'on est parti pour le scénario de 2020. Professeur Dion? Je suis d'accord sur cette analyse, avec cette analyse sur le leadership. Le leadership et la légitimité de Bédié, c'est beaucoup plus traditionnel. Il a dit depuis combien d'années je connais un peu bien le PDCI. Je suis entré au bureau politique du PDCI au 12e congrès. Ah oui. En 2013. J'entre au bureau politique. Je suis fondateur et président de ce qu'on appelait le réseau des cadres du PDCI RDA. C'est la première fois qu'on mettait en place ce réseau. C'est moi qui ai porté la campagne de Charles Konan Bani. Mais quand Charles Konan Bani décide de mettre fin à l'aventure, comment moi, directeur national de campagne, je suis informé? Il m'appelle chez lui un jour et il me dit « Simplice, je suis allé à Daoukro, dit au président Bédié qu'il faut qu'on arrête tout ça. Je te conseille de faire la même chose avec l'équipe. » C'est-à-dire qu'il n'a pas pris son équipe politique pour aller voir Bédié, parce qu'on avait été exclu du PDCI, pour dire « Bon, on règle nos contentieux. » Mais, renseignement pris, Charles Konan Bani est allé avec tous les chefs baoulés. Bédié n'est pas seulement le président du PDCI RDA.
je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, mais Bédié, c'est un chef tribal. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. C'est une autorité morale. Mais vous ne pouvez pas être au PDCI et vouloir changer les choses comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est le pouvoir que Bédié a. Si jamais quelqu'un doit être candidat du PDCI-RDA, Bédié l'adoube. C'est Bédié qui vous dit, vous avez la chance de, et moi, Bédié, je vous suis. Mais personne au PDCI-RDA ne peut dire, par un mouvement ou par un autre, moi, je vais arracher le pouvoir à Rikonan Bédié. Ce n'est pas possible. C'est exactement, pas exactement, mais du côté de Laurent Gbagbo. Chacun d'eux a verrouillé son appareil. C'est-à-dire que quand il y a la contestation, vous ne pouvez fonctionner que si vous sortez du système. Et à l'intérieur du système, ces gens-là ont leur leadership qui est affirmé. Et puis, ce n'est pas une question de maturité ou pas de la démocratie, mais en réalité, quand on s'engage auprès d'un leader, dans une cause, il y a en gros 3 raisons. C'est avec la tête, c'est avec le cœur ou c'est avec le ventre. C'est cela. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays et en Afrique, on s'engage avec la tête? Si c'était pour la tête, il y a des discours qui auraient fait changer beaucoup de choses dans nos pays. Mais c'est beaucoup plus le cœur. Beaucoup plus le cœur. Et souvent le ventre. Et souvent le ventre, mais beaucoup plus le cœur. On aime Gbagbo parce que c'est Gbagbo, parce que c'est Bédié, parce que c'est Ouattara. Pour faire changer ça, mais il faut du temps. Et il faut beaucoup d'éducation à la démocratie. Absolument. Alors, à la fin, je reviens à vous tout à l'heure. Il y a Étienne Philippe qui nous appelle de Bongouanou. Étienne Philippe, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Yarasouba. Pour vous, il appartient aux jeunes d'aller bousculer ces 3 elders et de prendre leur place, c'est cela? Oui, c'est cela. Allez-y. Eh bien, je pense que les candidatures des elders, des aînés de la politique ivoirienne, comme il est communément dit, ça ne devait pas poser de problème. Si on revient sur la question de l'âge, en fait, ça ne devait pas poser de problème. On est bien d'accord. Constitutionnellement, oui. Tant que constitutionnellement, il est possible pour être candidat, ça ne devait vraiment pas poser de problème. Cependant, c'est aux jeunes, à ces jeunes-là, justement, de pouvoir s'assumer politiquement et puis aller au contact de l'électorat, de sorte à pouvoir carrément changer la donne. C'est-à-dire les contraindre à la retraite. Donc, on ne dira pas que la candidature de M. Ouattara ou de M. Laurent Gbagbo ou de M. Bédié devrait être un handicap à l'émergence d'une jeunesse qui est politiquement dynamique. Voilà, je pense que les jeunes ont quand même un travail à faire aujourd'hui. Il y a des noms qui se dégagent comme Jean-Luc Billon, comme Sadlé Boudé, comme Mamadou Koulibaly. Je pense que c'est ouvert. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup, cher frère Étienne Philippe. Merci de nous avoir appelés depuis Bongouanou. Merci beaucoup. Alafé Wakili. Pour aller dans le sens de ce qu'il a, quand on s'appelle Tidjane Thiam, est-ce qu'on a besoin de Bédié? Avec toute l'expérience qu'il a, toutes les relations internationales. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a jamais entendu dire qu'il avait des ambitions. On lui prête. Est-ce qu'on a besoin qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat? Est-ce qu'on a besoin qu'Henri Konan Bédié ne soit pas candidat? Est-ce qu'on a besoin que Laurent Gbagbo ne soit pas candidat quand on s'appelle Tidjane Thiam? Et avec ce qu'on représente à l'international. Quand on s'appelle Jean-Luc Billon, qu'on a l'audace d'attaquer le président Alassane Ouattara, qu'on a pu dire non à un parrain politique aussi, à un affectif. Qu'est-ce qu'on a à se courir dans les couches du président Bédié? Les gens là, il faut s'assumer. Non, ça, il faut. Moi, il n'est pas laissez-le terminer, laissez-le terminer. Quelques milliards près. Il n'est pas quelques milliards près. S'il s'émancipe, il perdra quoi? On nous dit oui, Guillaume Soro, mais Billon là, lui, il perdra quoi? Guillaume Soro en exil. Qui va mettre M. Jean-Luc Billon en exil? Lorsqu'il dira un matin, ça suffit, je suis candidat, advienne que pourra, je suis prêt pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que les jeunes ne seront pas prêts pour lui s'il a cette audace-là? Si on se rend compte que oui, il est prêt, oui, il est prêt. On veut des gens qui sont prêts. On n'attend pas des gens qui attendent la retraite du président Bédié, la retraite du président Ouattara et la retraite du président Laurent Gbagbo. Parce que
On veut, il y a d'autres jeunes qui sont avec le président Bédié. Il a parlé de Touré Mamadou. Il y a d'autres jeunes qui sont avec le président Gbagbo. Il a parlé de Damana Adja. Il y a d'autres jeunes qui sont avec les autres. Je voudrais revenir sur un point qu'il a donné. Très rapidement. En 2020, lorsqu'il parle de la mainmise du président Bédié, tout c'est vrai, mais il y a eu des hauts et des bas. Le président Bédié a été démocratiquement battu à Yamoussoukro à une convention et s'est bombé. Excusez-moi, il est encore là. C'est lui qui a gagné. Et n'eût été les agissements de la junte à l'époque qui a empêché le candidat officiel du PDCI de compétir et tous les candidats du PDCI dans son seul intérêt, peut-être que l'histoire aurait changé. Donc on ne peut pas, alors que tous les moyens avaient été mis en œuvre. Moi, j'étais à cette convention en 2000 à Yamoussoukro et le ministre Bombay a gagné. Et il a été victime d'injustice. Et je pense que le PDC devrait, et la nation devrait un jour réhabiliter ce monsieur-là. Il y a aussi des gens âgés qui méritent, au-delà d'un certain groupe de personnes, de diriger le PDCI et de le représenter aussi. D'accord. Il n'y a pas que les jeunes, il y a d'autres qui n'ont pas eu leur tour. Et il faut aussi penser à eux. D'accord. Eux, ils n'ont pas manqué d'audace, certainement. Augustin? Oui, je disais, il parle de Thiam, il parle d'autres personnes. Mais ce sont des gens qui se réclament membres des partis. Thiam, il dit qu'il est le PDCI. Il est membre du PDCI. Donc, Bédié est son leader. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il... bon, s'il y a un congrès... Est-ce la faute à Bédié alors? S'il accepte Bédié comme son leader. S'il vous plaît, à la fin, attention avec Evans. Ils sont militants des partis politiques. Oui. Donc, à ce titre-là, ils ont Bédié... Ils ne se sont pas encore émancipés. Voilà, ils ne se sont pas encore émancipés. Et c'est leur droit de vouloir être candidat de ces partis qui portent dans leur cœur depuis des années, pour certains, depuis leur enfance. Donc, ils sont de ces partis. Donc, voilà, on ne peut pas dire non, ils sont ambitieux, mais ils veulent être candidats parce qu'on n'est pas candidat pour perdre. On sait qu'il y a une machine qu'on a contribué à former. Donc, on veut être candidat de ce parti qui va nous faire gagner. Sinon, venir être candidat, tu peux être candidat. Mais si ce n'est pas le parti qui te soutient, tu n'as pas assez de chances. Et c'est ce que ces gens veulent. Maintenant, il faut aussi comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes qui ont déjà dit qu'à un certain âge, parce que ça, ce n'est pas un problème de loi, ils ont dit à un certain âge... C'est une question d'éthique. À mon sens, c'est une question d'éthique. Justement, c'est une question d'éthique. Je vous donne la parole tout de suite. Terminé. Monsieur Ouattara a dit... Bon, évidemment, on a utilisé la mort de feu le Premier ministre Gon Coulibaly, mais ce n'est pas suffisant. Le président Gbagbo, à un certain moment, a dit qu'à un certain âge, on ne devrait pas être candidat ou bien président de la République. Le président Bédié aussi a dit cela déjà. Donc, à partir du moment où ils remettent en cause cette parole donnée, ça pose un problème. Et ça bat la route à ceux qu'on appelle les jeunes. On dit, Damana ne prend pas ses responsabilités, il est jeune. Oui, mais il est jeune, mais il est là dans le parti, dans la hiérarchie du parti. On ne peut pas aller demander à Damana de vouloir être candidat, à la limite, dire que Gbagbo n'est pas notre candidat, ou lui, il est candidat contre Gbagbo. C'est à la limite... une hérésie. Professeur Nobou, est-ce que Charles Blé Goudé, dont vous êtes le directeur de cabinet, entend s'émanciper de ces elders? Bon, j'entends quelqu'un dire qu'il est déjà émancipé. Mais est-ce qu'il va aller au bout de son émancipation? Ça nous permet de faire la transition pour aborder effectivement son retour annoncé pour le 26 novembre prochain. Mais répondez déjà à cette question. Je réponds à la question, mais avant, j'ai voulu simplement dire la question d'éthique et de morale relativement à la politique, il faut bien apprécier avant que de parler d'éthique et de morale en politique. Apprécier dans quel sens? Monsieur Cuyo parlait tantôt d'une question d'éthique, c'est eux-mêmes qui... Non, en politique, vraiment, vous n'allez pas trouver des hommes éthiques en politique. D'accord. C'est difficile. Il y a une éthique de la politique. Une éthique de la politique. D'accord. Vous le dites pour la scène politique ivoirienne ou de façon générale? De façon générale. Et c'est su. On doit s'inquiéter alors. Évidemment. Oui. Et même quand vous prenez des... Ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes un homme politique, hein, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans quelques mois, ce que vous aurez dit sur ce plateau, vous pourrez dire non, je ne l'avais pas dit, je ne le pensais pas en fait. Non, pas que je ne le pensais pas, je le pense parce que je sais que là où vous posez des questions
éthique et morale à des hommes politiques, il vous oppose des lois, des principes, et à partir de cet instant, il se barricade à l'intérieur. Vous dites ça qu'il y a de la ruse derrière. Vous l'avez si bien compris. Pour revenir à Charles Blé Goudet. À Charles Blé Goudet, j'allais simplement vous dire, nous sommes à quelques semaines de son retour. Patientez, vous allez le voir arriver et vous allez le voir en action. Il l'a déjà fait. Il a déjà démontré sa capacité et ce qu'il a envie de dire. Il y a bien longtemps que Charles Blé Goudet dit « J'ai un mentor, je soutiens quelqu'un, je suis avec quelqu'un, mais je ne suis pas du parti politique de cette personne. » Et ça a suscité beaucoup de polémiques, hein, on ne va pas revenir là-dessus. La question d'émancipation, elle est inhérente à un groupe de jeunes, à certains Ivoiriens qui ont appartenu à des structures organisées telles que la FECI, qui se sont émancipés depuis longtemps, mais naturellement, il y en a qui y sont, il y en a qui appartiennent à des Allons-y sur un cas pratique, professeur Nobou. Quand Charles Blé Goudet dit qu'il est fidèle à son mentor, qui est Laurent Gbagbo, et que quelques semaines après, Damana Picasse et Kone Katina font des sorties pour dire que Charles Blé Goudet, quand il reviendra sur la scène politique, c'est pour aller pêcher des militants de la gauche ivoirienne, donc ils sont adversaires. À ce moment-là, comment les choses ont fonctionné? J'allais juste vous poser une question. Le Dites-nous. problème de la Côte d'Ivoire ne se pose pas en termes de gauche ou de droite aujourd'hui. Lorsque nous sommes allés à des élections et qu'on a entendu les différents candidats parler, je voudrais mettre quiconque au défi de me dire quel est le programme d'un candidat qui fait qu'il se détache de l'autre qui n'est pas de la gauche. Il est impossible de les apprécier. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire. Quelle offre nous avons à présenter aux Ivoiriens? Allez, il faut réinventer la scène politique ivoirienne. Il faut éviter les vieux clichés traditionnels de la gauche, de la droite. Mais ces éléments-là sont venus de quelque part relativement à des postures que des gens avaient anciennement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous présenter les idéologies véritables de gauche, de droite et de centre dans ce pays où nous sommes? Non, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Les Ivoiriens ont besoin qu'on réinvente leur quotidien, qu'on réinvente la vie ivoirienne et qu'on puisse leur présenter une Côte d'Ivoire paisible afin qu'ils puissent choisir les personnes qu'elles ont envie de choisir. Voilà ce que les Ivoiriens attendent. Monsieur, vous venez d'entendre professeur Nobou, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que Charles Blé Goudet peut incarner cette nouvelle Côte d'Ivoire, cette nouvelle offre politique qu'il vient d'évoquer? Evan Scofi. Okay. Moi, à mon niveau, je dirais que Charles Blé Goudet reste le plus courageux, le plus stratège même de ceux qui ont toujours accompagné les mentors politiques, on dira. Parce que depuis longtemps, je veux dire, moi je le sentais, parce qu'il n'a jamais été FPI, et là, il a toujours réclamé. Même si c'était un courant qui était dans les couloirs du FPI, il a toujours dit que Laurent Gbagbo est son mentor, mais il n'a jamais affirmé et affiché sa posture FPI. Donc déjà, c'est stratégique comparativement à l'autre, comment il s'appelle? Je voulais préciser que le président, vous dites qu'il n'a jamais affiché sa posture FPI. Le président Blé Goudet, oui. Il n'a pas de posture FPI. Non, enfin, oui, il a dit autrement, mais c'est ça. Donc vous allez même plus loin que lui. Je veux dire que lui n'a jamais pris, il n'a jamais eu de carte de militant FPI, il n'a jamais milité au FPI. Certes qu'il était Laurent Gbagbo, ou il était avec Laurent Gbagbo, et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Son retour, je dirais que l'audace, si, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a compris des relations, de la politique, je me dis que s'il est réellement dans une posture de celui qui a tout compris de la marmaille entre griffes de ses acteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par marmaille? Parce que là, mon frère Kyo disait tout à l'heure que 3 personnalités politiques de cet âge qui réunissent leurs paroles parce que c'est la politique. Bon, vous voyez que c'est ça que moi j'appelle la marmaille. Et ça, je le dis de façon vulgaire pour que le citoyen lambda comprenne. Comprenne pourquoi, à cet âge, il ne devait plus régner. Paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon, décédé pour cela, le président du parti doit revenir sur sa décision. Pour moi, il y a trop de cadres au RHDP. Le président Bédié, à son âge, devait dit, OK, voilà notre poulain. Donc, parlant de marmaille, c'est
je pense même que M. Nobou l'a dit tout à l'heure, en politique, il n'y a pas d'éthique, sauf si je me trompe. Et moi, la marmaille, c'est quand il n'y a pas d'éthique, effectivement, ça veut dire qu'on peut régner à sa parole. J'avoue que ça me fait un peu un choc quand j'entends dire qu'en politique, il ne doit pas avoir d'éthique. Parce que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Et ceux qui sont censés gérer les affaires de la cité, si on nous dit qu'il n'y a pas d'éthique, j'avoue que j'ai un problème personnel de principe avec cela. Moi, j'ai un problème personnel avec. Précision, oui. Alors, il va repréciser sa pensée. Pas que ça n'existe pas en politique, mais il ne l'applique pas. C'est la ruse et c'est la roubladise. C'est pour ça que moi je parle de marmaille même d'ailleurs. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas d'éthique en politique. D'accord. Peut-être nous devons définir les mots. Absolument. C'est tout. Non, moi je vois une notion comme l'intégrité qui me paraît un élément important, plus important comme... qui, selon votre grille de lecture, existe ou pas sur la scène politique? L'intégrité sur un certain nombre de choses est intègre. On peut être intègre malgré le fait qu'on dit à 75 ans, on ne peut plus continuer à faire la politique et qu'on revienne aujourd'hui pour dire oui, je l'ai dit, mais compte tenu des circonstances, compte tenu des paramètres, aujourd'hui, je pense que malgré mes 75 ans, je suis en capacité, au nom de mon idéal, au nom de mon engagement pour mon pays, de continuer. Ce n'est pas un manque d'éthique, ce n'est pas un manque d'éthique. Ce n'est pas un manque de morale. Il y a une posture, il y a une cohérence, ça s'explique. Et il est possible, tout en ayant fait entorse à un certain nombre de paroles données, de rester dans l'intégrité relativement à la rigueur dans la gestion des affaires de son pays. Très bien. Donc il faut faire le débat, c'est quoi la morale, c'est quoi l'éthique, et mettre ça en relation avec l'intégrité, la rigueur et le service exclusif de son pays. On aura peut-être l'occasion d'en faire un tas d'émissions. Hein. André Silver, rapidement, oui, avant rapidement, la pause. Alafé a parlé tout à l'heure de la Convention de 2000, mais c'est l'exemple du parfait. Le président Henri Konan Bédié n'était pas au pays, il avait été victime d'un putsch, il était en exil, il n'avait plus justement la même mise sur le parti. Donc ça c'est vraiment l'exemple parfait justement. Ce n'est pas aujourd'hui où il a vraiment la même mise sur le parti que cela arriverait. Mais c'est aussi pour dire que s'il n'y avait pas eu la suite des événements, on ne parlerait peut-être plus du président. Oui, j'ai bien compris, mais j'aimerais relever juste cet aspect. C'est-à-dire si Bombé avait été candidat, Gueye non, Bombé gagnait et puis exit Bédié. Terminé André, rapidement. Et donc, non, il faut que les choses soient très claires. On ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit de se présenter. Ça, on le dit de façon constante. Non, on est bien d'accord. Hein, voilà, on le dit de façon constante. Mais moi, je dis, pour plusieurs raisons, ils devraient songer à l'alternance. Vraiment pour plusieurs raisons. L'une des raisons, justement, c'est la restitution. Je dis toujours à mes collaborateurs, au niveau où je suis aujourd'hui, je suis patron de mon entreprise. Si dans 15 ans, je continue de faire cela, cela veut dire que j'ai échoué quelque part. J'ai échoué dans la transmission. Voilà, il y a plusieurs autres raisons qu'on peut citer. Mais revenons pour le cas du... Il termine rapidement, il réagit, moi je suis patron de mon entreprise depuis 20 ans, c'est pas un signe d'échec. Non, je parle de moi. Il faut expliquer. Non, c'est peut-être pas visé, mais on va le laisser aller au bout de son développement. Non, je ne le visais vraiment pas. Je ne le visais vraiment pas. D'accord. Je ne le visais vraiment pas. Ça, c'est à titre personnel. Mais il y a quand même des managers qui sont à la tête de leur entreprise. Non, peut-être qu'il faut que je précise bien. Je suis le patron de Ivoire Hebdo, d'Afrique Soir et de All Buzz Africa. Ces trois médias, à leur création, je suis le patron. Mais aujourd'hui, je suis en train de céder la place à de jeunes collaborateurs pour qu'ils en soient les patrons. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'entreprise, le groupe. Ce que vous dites, c'est que vous travaillez à préparer la succession. C'est la restitution. C'est cela. Voilà, c'est la restitution. Transfert de compétences si dans 15 ans, je suis encore en train d'aller en reportage, comme le policier avec son sifflet, alors qu'il devrait peut-être être en train de former d'autres policiers et autres, ça poserait problème. Donc ça n'a absolument rien à voir avec... D'accord, très bien. Mais non, concernant Blé Goudé... on revient tout de suite, ce sera juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la probable affiche de l'élection présidentielle de 2025 entre les elders de la politique ivoirienne. Et dans la deuxième partie de cette émission,
nous évoquons le retour annoncé pour le 26 novembre prochain de Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la Galaxie patriotique. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous en plateau ce soir professeur Nobou Hyacinthe, qui est son directeur de cabinet. Professeur Nobou Hyacinthe, est-ce que ce n'est pas une incongruité que de créer son parti politique et d'avoir son mentor qui est le leader de notre parti politique? Je ne crois pas. D'ailleurs, avant que le COJEP ne devienne un parti politique, Charles Blé Goudé, le président du parti, était déjà avec le président Laurent Gbagbo lorsque cette crise s'était annoncée. Et puis, dans toute chose dans la vie, il faut avoir des repères, il faut avoir des références, il faut prendre des gens pour, j'allais dire, premier point d'ancrage et puis pouvoir avancer. Il a pris le président Laurent Gbagbo comme repère et à l'époque, on l'appelait le général Charles Blé Goudé, mais aujourd'hui, on l'appelle le président Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'on a fait une mue et d'un mouvement de soutien, nous sommes partis à un parti politique. C'est pourquoi je suis très ravi d'être ici, parce qu'il le dit lui-même. Il veut rentrer dans ce pays pour faire ce qu'il a toujours fait, être le tissu qui a été déchiré, être au moins ce fil qui va essayer de recoudre ce tissu. Il fera en sorte que les Ivoiriens puissent sortir de leurs amphis, de leurs garages, de leurs bureaux, c'est-à-dire retrouver tout ce monde-là et faire en sorte que nous puissions avancer et sortir la Côte d'Ivoire de cette situation. Et on ne peut pas aller en prison et puis ressortir comme on ressort là. Il est ressorti, il revient, ça ne sera plus le même Charles Blé Goudé. Ça ne sera plus le même Charles Blé Goudé. Il est président aujourd'hui d'un parti. Et regardez ses postures. Vous voyez, tantôt, j'ai dit le même Charles Blé Goudé, et j'ai dit président. C'est-à-dire il a fait une mue pour passer à la responsabilité, c'est-à-dire celui qui a des objectifs, des ambitions et un projet pour la société ivoirienne. Et je pense qu'avec lui, on pourra essayer quelque chose. D'accord. André ? Oui, j'aimerais relever que Charles Blé Goudé a gagné en maturité. Moi, je lis beaucoup ses déclarations, les communiqués. Il y a beaucoup de maturité dans ces déclarations. Je pense que en matière de positionnement stratégique, au niveau de la gauche, on va dire ça comme ça, il a la meilleure option. Je vais expliquer pourquoi. Voyez, au niveau du PPACI, le PPACI a été construit, ce que je vais dire peut-être va choquer, a été construit pour ne pas forcément suivre à Laurent Gbagbo. Regardez la configuration. Président du parti, il y a un congrès. Nous, on était au congrès. Le poste de président exécutif n'avait pas été décidé au congrès. Et donc, le président exécutif aujourd'hui, qui dépend du président, donc le professeur Hubert Oulaye, il a un bureau avec comme premier vice-président Stéphane Chipré. Quand vous regardez dans ce bureau, il y a des individualités fortes, mais qui ne sont pas encore prêtes à être présidentiables, à être candidates. Et donc, dans ces individualités fortes, vous avez par exemple l'ancien ministre Kone Katina, qui est le porte-parole du parti. Mais tenez-vous bien, il n'est pas le porte-parole du président Laurent Gbagbo, puisqu'il a nommé sa chef de cabinet, Abiba Touré, comme son porte-parole à lui. Donc il y a déjà une sorte de conflit. Le parti, aujourd'hui, a été conçu, le secrétaire général d'Amana Picas dépend du président exécutif, qui préside en quelque sorte les secrétariats généraux. Je vous ai dit, ça a été conçu pour la personne du président Laurent Gbagbo. De sorte que si lui-même décidait de prendre sa retraite ou qu'il soit indisponible d'une façon ou d'une autre, il y aura une bataille de succession féroce au niveau du PPACI. Et Charles Blé Goudé, dans son ancrage stratégique, a décidé d'éviter ces querelles, cette bataille de succession, en se construisant lui-même. Je pense qu'il est très malin, il est très intelligent. Professeur ? Je crois avoir dit ici un jour sur ce plateau, à l'occasion, je crois, du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, que nous sommes au carrefour de la responsabilité.
il me semble que Blé Goudé a pris ses responsabilités. Elle a fait parler d'audace. Mais il en faut de l'audace pour commettre un parricide. Le parricide peut être intellectuel. Vous avez un maître, vous pouvez le contredire. Mais le parricide est aussi politique. On peut tuer son père. Mais on ne tue pas son père pour le nier, pour le faire disparaître, mais on tue son père pour s'affirmer, pour prendre ses responsabilités. Je rappelle que vous parlez avec des images, parce que dire sur le plateau, il peut tuer son père, ça peut susciter... Sorti de la tutelle. Quand on n'est plus un enfant et qu'on veut devenir plus mature, on sort de cette minorité de cette manière-là. Pour moi qui suis féru de mythologie gréco-romaine, vous voyez, il y a un jeune homme dans la mythologie qui s'appelle Phaéton, qui disait un jour à tous ses amis qu'il est le fils du soleil. Alors ses amis ne croyaient pas. Et puis un jour, il va voir le soleil pour dire, mais j'ai dit à mes amis que je suis ton fils, personne ne croit. Il dit, bon d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour leur prouver que? Il dit, mais est-ce que tu jures par le Styx? À l'époque, quand on jure par le Styx, on ne revient pas sur le serment. Est-ce que tu jures par le Styx que ce que je vais te demander, tu vas me donner? Il dit, oui. Il dit, je veux conduire ton char. Conduire le char du soleil, ce garçon, ce garnement. Le soleil ne pouvant plus rien faire, puisqu'il avait donné sa parole, il donne le char à l'enfant, mais évidemment, dès que l'enfant démarre, il n'arrive pas à maîtriser, il n'a pas la force nécessaire pour maîtriser les chevaux, ça commence à créer la pagaille. Le soleil qui est fait pour tourner jusqu'au zénith à midi, mais à partir de 8 heures déjà, tout le monde entier était en feu. Et le soleil a été obligé de détruire, de foudroyer son propre fils. Mais la leçon, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas formé son fils à la conduite du char. Et le fils s'est précipité par des moyens qui ne sont pas forcément les moyens qu'il fallait pour prendre le char. Charles Blé Goudé et d'autres personnes, peut-être, qui viendront, Blé Goudé est en train de dire que moi, je veux conduire le char du soleil. Et il est en train de s'organiser pour. Personne ne peut le condamner. Au contraire, ce qu'il est en train de faire, ça peut faire école. Il dit aux autres, prenez vos responsabilités, tentez quelque chose, c'est certainement la seule voie et le seul moyen pour nous de commencer à nous affirmer. Et ce que je reproche aux jeunes, je termine là-dessus, c'est que on ne se parle pas toujours. Les jeunes loups du PDCI et les jeunes loups de PEPACI ou les jeunes loups de RHDP, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on se parle pour parler de la Côte d'Ivoire d'après? Ça, c'est un grand problème pour moi. D'accord, très bien. Augustin? Moi, Charles Blé Goudé, je pense que c'est un garçon très intelligent. Très intelligent. Et le procès l'a montré. Blé ne fait rien au hasard. Tous ces discours ont été décortiqués au procès et on a bien vu qu'il avait vraiment préparé les choses. Et il s'en est sorti. Il dit de l'enfer, je reviendrai. Il a fait un livre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dire, mais comment on revient de l'enfer? Il faut regarder Blé Goudé. Donc, mais ce qu'il fait n'est pas, je pense que ce n'est pas extraordinaire, parce que il applique juste ce que le président Gbagbo a dit. Le président Gbagbo a dit, lui, il n'est pas un héritier. Il n'est pas un héritier. Bon, je pense que beaucoup de gens de son entourage ou ceux qui le soutiennent n'ont pas retenu cette leçon. Il n'est pas un héritier. Et Blé ne veut pas être un héritier parce qu'il est convaincu, il sait que jamais Gbagbo ne fera la passe à quelqu'un dans son propre camp. Il ne construira personne. Chacun doit se battre pour gagner ce qu'il a. D'accord. Ça peut leur coûter cher. Ceux qui veulent s'émanciper, comme Blé, ça peut leur coûter cher. Mais ils n'ont pas tort d'oser. D'accord. Merci. Monsieur Bamba nous appelle. Monsieur Bamba, bonsoir. Monsieur Bamba, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je suis en ligne. Oui. Allez-y pour votre développement, rapidement. D'accord. Allô? Oui, on vous entend très bien. D'accord, je suis très ravi de participer à cette émission. Je vous en prie. D'abord, je voudrais saluer la pertinence de tous vos interlocuteurs de ce soir. Merci. Mais rapidement, je voudrais revenir très vite sur le fait que
la nouvelle génération, il faut que les trois grands s'en aillent et que la nouvelle génération doit prendre ses responsabilités, etc. Moi, souvent, quand j'entends ça, ça me fait rire. Parce que la nouvelle génération, on parle de quelle génération? Selon qu'on vous, nous donne le nom de 3 noms de la génération qui vient après celle du président Ouattara, de Laurent Gbagbo et de Bitté. Qui sont ceux qui sont la génération qui vient après? il y a beaucoup de noms qui ont été cités sur ce plateau. Quel nom, par exemple? Il n'y On aura va me jamais citer personne. Lyon, on va me citer... Oui, d'accord. Mais quand on me cite... Où est-ce que vous voulez en venir? Non, je veux en venir à quoi? Quand on me cite Blé Goudé, quand on cite Soro Guillaume, remarquez tout cela. C'est que des fessistes qui sont depuis 90, qui sont dans l'arène en Côte d'Ivoire, qui ont foutu le bordel dans ce pays. Attention au choix de vos mots, s'il vous plaît. Attention au choix de vos mots. Désolé. Je suis en train de me rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, pour devenir quelqu'un, il ne faut plus être un entrepreneur. Tu fais beaucoup de bruit, tu pars en exil, tu reviens et tu deviens quelqu'un. L'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, c'est un événement, c'est un non-sens. Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aux Ivoiriens de travailler, et seulement le travail pourra payer. Et que ces politiciens, ceux qui peuvent arranger le pays, arranger la Côte d'Ivoire, ils ont tous gouverné, tous les trois. Mais ceux qui sont derrière, qui font beaucoup plus de bruit, changer de génération, etc., c'est tous des fessistes, et tous. Qui n'ont jamais rien fait dans ce pays à part du bruit. On vous a bien entendu, M. Bamba. Merci beaucoup, M. Bamba, de nous avoir appelé. Alafé Wakili. Voilà. Vous savez, pour reprendre un peu ce qu'il a dit, le président Bédia a dit qu'il y a des vieux jeunes et il y a des jeunes vieux. En réalité, il y a beaucoup de jeunes, ils ont 30 ans de politique. Ils ont plus que les 15 ans d'André Sylvain à la tête de son journal. Lui, on va compter les années. Dans 15 ans, s'il ne passe pas la main, on sera là pour l'interpeller. Et comme c'est un adepte de la VAR, on va ressortir à la VAR. Blé Goudé, sa posture, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Vous voyez, il a compris, comme Kouyo l'a dit et les deux autres l'ont dit, qu'il ne pouvait pas être héritier du président Laurent Gbagbo, alors que le président Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir. Donc, il n'est pas entré au FPI. Et il y a eu des débats forts à l'époque où des gens ont estimé que tu ne peux pas soutenir le président Gbagbo et ne pas être dans son parti. Il y a eu de vrais débats idéologiques. Lui, il a dit non. Je suis le président Gbagbo, mais je ne suis pas FPI. C'était des moments de doctrine, des moments de débat véritable. Et il a résisté. Il a créé le COGEP. Et le président Gbagbo avait temporairement tranché à l'époque en le soutenant, en l'adoubant et en étant présent aux activités du COGEP, en laissant entendre, laissez-le, il fait ce qu'il a fait, parce qu'il avait compris qu'il n'était pas un historique du FPI, il n'était pas un membre fondateur, et face à ceux qui étaient là avant lui, Afingue San, Simon Gbagbo, Kadi Bertin, Mamadou Koulibaly, il aurait été difficile d'avoir sa carte à jouer. Donc il a continué, c'est ce qu'il poursuit aujourd'hui, mais en même temps, relativement à son retour, il ne faut pas oublier que Blé Goudé a les mêmes handicaps que le président Gbagbo, parce que lui aussi, il a 20 ans de condamnation par contumace, donc si le président... Donc, je sais qu'il ne sait pas comment il va gérer la suite, mais on peut déjà considérer que lui, il va laisser passer son tour par rapport à 2025 pour plusieurs raisons. Et il faudra bien qu'il soit dans une posture où il n'aura pas envie d'entrer dans la confrontation comme le camp PPACI veut le choisir relativement à l'éligibilité du président Gbagbo. Evans? Je disais tantôt que Blé reste dans la meilleure posture. Pourquoi? Parce que lui, il s'est détaché depuis longtemps. Alafé venait de le dire tout à l'heure. Et au moment même de cette galaxie patriotique, il s'est affiché, il s'est créé de lui-même. Quand bien même stratégiquement, il s'accrochait à Laurent Gbagbo, mais il voyait l'avenir comparativement à l'autre loup qui est allé... Vous faites allusion à qui? Dites les noms. Comparativement à Guillaume Soro, qui en fait, profitant de l'aura du roi, pensait qu'il pouvait être comme ça roi. Or, le leadership que nos trois dirigeants ont prôné fait qu'on ne peut pas être héritier du coup. Donc ça fait que Blé Goudé a de l'avance sur les autres. L'audace aujourd'hui, c'est qu'il continue. Parce que 2025, Alafé venait de le dire tout à l'heure, ça sera peut-être trop proche ou trop juste parce que cette éthique politique
qui n'existe pas fait qu'il y a encore des rouages qu'il faut peut-être régler, parce que cette histoire de condamner par-ci, condamner, il faut pouvoir peut-être régler tout ça. Mais pour moi, au-delà, c'est que aujourd'hui, on doit tous prendre conscience que si on veut que le pays avance, il faut que, par rapport au développement de nos États, être ne serait-ce qu'un peu sincère, quand bien même on dit qu'en politique, il n'y a pas, entre griffes, d'éthique. On est trop en retard pour considérer certaines choses. On est trop en retard pour se croquer en jambes entre personnes et laisser l'ego des dirigeants. Surtout, il faut que les dirigeants laissent leur ego et mettre le pays comme premier, je dirais, première valeur. Parce que 40 ans après qu'on se retrouve à ce même stade où on ne peut pas hériter, pour moi, le PDCI, aujourd'hui, avec le président Bédié et son âge, ça devait être comme une lettre à la poste. Mais ça ne l'est pas. Oui. En tout cas, ça ne l'est pas pour l'instant. On aura peut-être l'occasion de refaire le débat. Professeur Nobou, notre appelant de tout à l'heure, semblait dire que Guillaume Soro ou Charles Blé Goudé ne pouvaient pas incarner la nouvelle génération. Alafé Ouakili parlait de jeunes vieux ou de vieux jeunes, pour ainsi dire qu'ils sont dans la politique et comptables d'un bilan depuis plusieurs années. Comment vous réagissez? Ce que je voulais dire, c'est que la Côte d'Ivoire a subi différentes frustrations en tant que nation. Il n'y a aucun Ivoirien qui soit vierge dans tout ce qui s'est passé. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. J'assumerai la mienne, nous assumerons les nôtres. Le président Blé Goudé va assumer ce qu'il a eu à faire à un moment donné. Il viendra naturellement, quand il viendra dans une posture. Et si vous regardez sa démarche depuis qu'il est sorti de prison, il est dans une démarche de pardon et de faire amende honorable de sorte que nous puissions retrouver la Côte d'Ivoire d'antan. Vous comprenez que donc, j'ai compris, nous avons compris ce que l'interlocuteur venait de dire tout à l'heure. Il a parlé de Soro, je ne répondrai pas à la place de M. Soro Guillaume, mais en ce qui concerne Charles Blé Goudé, je pense qu'il revient avec une nouvelle vision. Il veut se donner une nouvelle chance à lui-même en tant que président du COGEP. Il veut donner un nouvel espoir. Et d'ailleurs, nous pensons à notre niveau. Vous allez voir, le président du comité, pas du comité d'organisation, mais le président du comité d'accueil de l'arrivée du président Charles Blé Goudé, mais c'est le docteur Boga Sako qui est un défenseur des droits de l'homme. Ça veut dire que nous voulons cette activité-là, qu'elle soit dans une forme inclusive ou qui emmène chacun à prendre ses responsabilités et puis à pouvoir faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il est parlé de l'espérance promise à l'humanité. Et nous voulons nous positionner comme une force, une forme d'espérance, mais pas à l'humanité, mais commencer au moins par chez nous en Côte d'Ivoire et pouvoir faire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la démarche de Charles Blé Goudé aujourd'hui, c'est de se dire on a notre part de responsabilité dans les crises qui ont secoué le pays. Il faut tourner la page. On pense qu'on peut aller de l'avant, c'est cela? Mais effectivement, quand on a été à La Haye, on n'y est pas allé parce qu'on était en train de draguer une femme à... Il a une expression qu'il aime bien, parce qu'on sortait d'un dîner gala. Voilà. C'est le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo. Enfin. Lui dit, on ne sort pas d'une crise. Quand on va à La Haye, on va tout sec, mais on sort tout trempé. En fait, dans l'interview qu'il nous a accordée, il disait quand on sort de l'eau, quand le poisson sort de l'eau, quand il vous dit quelque chose, enfin, Charles Blé Goudé, c'est ses proverbes et ses expressions. Je voulais terminer rapidement. À ce niveau que nous avons pris la pleine mesure des choses et la réalité va s'imposer à nous. La Côte d'Ivoire, elle a changé depuis combien d'années et le président Blé Goudé va apprécier cette nouvelle Côte d'Ivoire. Et vous allez aussi pouvoir l'apprécier une chose après l'autre. Nous avons eu son passeport, on a mis du temps. Nous avons eu, après le passeport, à faire les démarches, on a mis du temps. Et aujourd'hui, il va arriver. Il va arriver. Quand il sera là, nous allons voir. Et vous pourrez apprécier le changement et de façon qualitative ce qui est aujourd'hui dans le président. D'accord. Très rapidement, André. Oui, j'aimerais ajouter que
quand on parle de nouvelle génération en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la génération Fessi dont... parlait voilà, justement. tout à l'heure. Non, il y a des gens, il a dit citer des noms, il y a des gens. Il y a le Premier ministre Patrick Hachi, par exemple, au niveau du RHDP, le vice-président Koné Mélier, les ministres d'État Adjoumani, Photocopie, Big Togo. Au niveau du PDC, il y a effectivement Jean Libion, il y a Tidiane, on en a parlé ici, Thierry Tano. Mais au niveau aussi de la gauche, on va dire ça comme ça, il y a Pascal Afinguessan, il y a Mamadou Koulibaly. Au niveau du PPACI, on a Koné Katina, on a professeur Hubert Oulaye, on a même Simone Gbagbo qui vient de créer son... Voilà, donc le personnel politique en Côte d'Ivoire existe. Il y en a. Il ne faut pas que les gens veuillent nous faire croire que au-delà des trois, à part les trois, c'est terminé. Non, en Côte d'Ivoire, il y a un personnel politique de toutes les générations. Très bien. Professeur Dion, C'est vrai vous faites partie de ce personnel politique, non, professeur Dion? Certainement, certainement. Ben on parlait tout à l'heure des jeunes qui ne prennent pas suffisamment leur destin en main, qui ne sont pas suffisamment audacieux. Vous pourrez en être le parfait exemple. Mais il faut déjà qu'on se parle. Ça, pour moi, c'est Se parler avec qui? Qu'on se parle. Les jeunes générations, qu'on se parle. Mais pour se parler, il faut bien que l'initiative vienne de quelque part. Est-ce que vous prenez ces initiatives, par exemple? Pas très officiellement, parce que tout ne se fait pas de façon officielle. On est bien d'accord. Mais on se parle, et il faut qu'on se parle. Et quand je le dis, c'est ceux qui ne participent pas à cette communication. Il faut qu'on se parle. Ce que je voulais dire... Dites-nous. On parle de politique aussi. Quand on a fini de faire toute cette description, on n'est pas atteint de polyanisme. Hein. On ne voit pas toujours la vie en rose. C'est de la politique. J'ai cru rêver, hein, mais vous me direz que peut-être ce n'était pas un rêve. C'est le lendemain ou 2 jours après la déclaration de Picasse annonçant la candidature de Laurent Gbagbo. Comment j'apprends dans les journaux que Blé Goudé rentre. J'ai dit, j'ai cru rêver. Mais quand on est un peu habitué à la politique, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je vais mettre le pied dans le plat. Et comme Noubou est là, peut-être pourra-t-il nous éclairer. D'accord. Ce que je veux dire, c'est... Les deux thèmes sont tellement liés. Quand on parle de 2025 et de Blé Goudé, il me semble que Laurent Gbagbo avait une arme comme une fourche de Poséidon avec trois pointes. Afi, Simone et Blé Goudé. À la limite, les 3 pointes disparaissent. Il n'a plus cette arme parce que c'était les 3 grands pions. Afi s'en va, Simone crée son parti, Blé Goudé crée son parti. Nous sommes en politique. Il y a forcément quelqu'un qui est au rebond, que j'ai envie de nommer. Et ici, dans le cas d'espèce, Alassane Ouattara. On va vers 2025. Que pourrait-il faire de ces 3 flèches ou de ces 3 pointes de la fourche de Laurent Gbagbo? Afi, Simone et Blé, parce qu'on en parle ce soir. Quand Blé rentre, est-ce que Blé entre dans le schéma que pourrait lui proposer Alassane Ouattara? Noubou est là, peut-être qu'il ne va pas nous dire comment ça se fait, mais connaissant le président Alassane Ouattara, Blé Goudé ne rentre pas simplement pour faire de la politique, parce que lui a commencé à s'organiser. Il y a eu des velléités de Mabri, il a rattrapé Mabri. Tout ce qu'il peut rattraper, il a rattrapé. Pas forcément parce que c'est Mabri, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il en a besoin. C'est le seul homme politique que je connais qui va à la chasse, qui revient et qui retrouve sa place. Sinon, d'habitude, le proverbe dit qu'on va à la chasse, on perd sa place. Mais lui, il est revenu, il a retrouvé sa place, mais parce qu'il a su peser. Le président Ouattara est en train de se réorganiser et de rassembler. Blé Goudé ne pourrait-il pas faire partie d'un plan de ce rassemblement? C'est juste une ouverture que vous faites sur la question. Réflexion. Très bien. Professeur Noubou va réagir tout à l'heure. Augustin Couillot? Moi, ça me gêne. Pourquoi? Ça me gêne parce que ça jette la suspicion sur les leaders qui ont leur stratégie et qui ont leur démarche. Non, il n'a fait qu'une analyse. Hein, oui, mais ça gêne. Ça me gêne.
son analyse me gêne. Oui, ça va droit, c'est votre point de vue, ouais. Parce que ça jette la suspicion. Parce que rien n'empêche, par exemple, le président Laurent Gbagbo de rattraper ses flèches. Rien n'empêche. S'il y a quelqu'un qui a une stratégie, il faut que les autres aussi sachent qu'en perdant ceci, cela, ils perdent quelque chose. Or, il me semble qu'ils pensent, ils sont convaincus, par exemple, le président Laurent Gbagbo est peut-être convaincu qu'en perdant Simone, il ne perd rien. Ou en perdant Afi, il ne perd rien. À partir de ce moment, on ne peut pas soupçonner les autres de jouer, d'être des marionnettes du président Ouattara. Parce que si le président Ouattara va chercher Mabri, c'est peut-être parce qu'il s'est dit qu'en perdant Mabri, il perd peut-être une petite partie de l'électorat. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient assez responsables. Tu as des gens, vous êtes sur un terrain de bataille, il faut aller chercher les gens de chez toi qui cherchent à s'émanciper. Il faut les faire asseoir pour leur parler, pour leur dire, vous êtes mes petits, vous voulez vous échapper, mais actuellement... Mais là, ça s'adresse à qui là? Oui, mais je veux dire... Terminé. Je veux dire qu'il est important que chacun joue son rôle sur l'échiquier. Je pense que... Voilà. D'accord. Chacun rassemble sa famille. D'accord, très bien. Voilà. Et le président Gbagbo doit rassembler sa famille. Ça, c'est important. Sa famille, c'est Blé Goudé, c'est Afi N'Guessan, c'est Simone Gbagbo, Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly qu'on n'entend plus depuis un moment. Je tiens à ça. Il est important qu'il les rassemble. S'il ne les rassemble pas, c'est qu'il y a des gens qui lui disent que quand il les perd, il ne perd personne. Or, moi, je dis que quand il les perd, il perd des gens. Très bien. À la fin, il faut aussi dire que, certes, le président Ouattara peut agir en père de la nation, rassemblée. Mais en même temps qu'on dit que les hommes politiques n'ont pas d'éthique et de morale, il ne faut pas oublier que même si on nous dit que l'idéologie importe peu, que le président Ouattara a une petite ligne rouge qu'il se trace. Il a laissé entendre, justement quand Mabri est venu, il a laissé aussi entendre que ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe, ce sera éventuellement de faire revenir le président Bédié au PDCI, de refaire l'unité des oufouettistes. S'il a ça, ça suffit. Et après, il rassemble les Ivoiriens dans une grande coalition. Mais prendre Blé Goudé, prendre Simone Gbagbo, prendre Afi, si ce n'est pas dans le cadre d'un rassemblement, de paix de la nation, rassembler tous les Ivoiriens, quel que soit leur horizon politique, il ne faut pas considérer que ça peut être des petits arrangements politiques parce que là aussi, il a quand même une ligne et on l'a vu, il a tenu à le dire souvent. S'il doit faire des alliances, s'il doit payer encore de sa personne, je pense que ce sera davantage avec le président Bédié et le PDCI que toutes ces tendances que vous avez citées. Dans tous les cas, comme Blé Goudé lui-même, il a dit pendant longtemps, et c'est pour cela aussi, lorsque depuis longtemps il a été démarché pour rejoindre soit le RHDP ou le RDR, il a dit, c'est vrai qu'il s'émancipe du président Laurent Gbagbo, mais il prend le soin de ne pas entrer en conflit, même si les Damana ou les Koné et Katina font des attaques. Il a dit, ce qui m'a fait, ce qui a constitué mon poids, ma crédibilité auprès de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, c'est ma posture auprès du président Gbagbo. Si je me rallie à vous, que je deviens RDR, je suis perdu, c'est du vide que vous aurez, vous n'aurez rien gagné. Et je pense aussi qu'il est conscient de ça. Très bien. Professeur Nogo, vous avez directement été interpellé. Si, j'allais simplement dire que la chose la plus intéressante, il a parlé d'un timing de l'annonce des candidatures et puis de l'annonce de l'arrivée du président du COJEP. C'est une coïncidence ou pas? Non, la simple chose que j'allais dire, qu'est-ce qui prouve que ce timing-là n'est pas bénéfique pour le PPA-ACI plutôt que pour le RDR, comme vous le pensez? Le RHDP, vous voulez dire? Le RHDP, excusez-moi. Voyez-vous le document, la date de signature, jusqu'à ce que... C'est une paperasse et ça met du temps avant d'arriver. On annonce l'arrivée du président Charles Blé Goudé. Le professeur Dion dit, qu'est-ce qui prouve que... Mais vous avez parlé des 3 flèches de Poséidon, mais
Ça pouvait être les 3 flèches de Poséidon, ça pouvait en être 4, 5 ou 6. Mais Poséidon en avait 3. Mais là, on peut en avoir plus. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas aussi une stratégie de récupération du président Laurent Gbagbo qui fait qu'on annonce en même temps sa candidature et puis on annonce l'arrivée de Charles Blé Goudé. Quand bien même que nous sommes un parti politique libre, autonome, qui agit de façon claire et frontale. D'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Donc vous déniez toute accointance avec le pouvoir. Charles Blé Goudé, le président du COJEP, va arriver. Une chose après une autre chose. Il arrive et puis vous allez nous voir à l'œuvre, vous allez pouvoir apprécier ce que le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé, va pouvoir faire. Il avait promis de nous accorder une interview de son retour en Côte d'Ivoire, j'y tiens. Je le lui ai dit. Il vous entend. Très bien. Alors, Monsieur Alfred Kouakou-Konan, bonsoir. Monsieur Alfred Kouakou-Konan, bonsoir. Je suis ravi de vous prendre à l'antenne. Très bien, vous nous appelez d'Anyama et pour vous, le retour de Charles Blé Goudé ne va pas changer grande chose. Très rapidement, allez-y. Effectivement, le retour de Charles Blé Goudé ne va pas changer grand chose parce que si rentre, il va se laisser manipuler et si se laisse manipuler, son opinion ne va plus compter. Se laisser manipuler comment? À un certain niveau, vous prenez ses responsabilités parce que ces personnes ont déjà... On doit tout prouver, on doit tout faire dans ce pays-là. Et je suis désolé. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, il faudrait que la jeunesse se départisse de ces hommes politiques en les prenant au mot. Monsieur Alassane Draman Ouattara a dit que lui, il va passer la main à une nouvelle génération. Il y a M. Bédié qui a dit qu'à 75 ans, on ne peut plus avoir toutes ses facultés pour diriger le pouvoir. Donc je pense bien que si ces personnes doivent se représenter, toute la jeunesse doit les prendre au mot. Et puis on ne va pas rester dans ça. Le pays là, ça ne s'appartient pas. Je ne peux pas prendre le pays et puis mettre le pays dans les poches. D'accord. Voilà. Aujourd'hui là, oui. C'est un vrai coup de gueule hein, ce soir. Oui, non, c'est la vérité. C'est la vérité. On ne va pas rester dans ça. Le pays là appartient à chaque Ivoirien. Et personne n'est au-dessus de la loi. D'accord. Et si jamais ces personnes se représentent, on est derrière ces personnes, même là qui vont nous tuer. Les avions sont derrière pour eux, les enfants fréquentent en Europe. On ne va pas rester dans ça. D'accord, voilà. très bien. Il faudrait que la population se dépasse, il faut que la jeunesse se dépasse. Mais il faudrait qu'on soit soudés derrière un jeune qui va se présenter. Parce que les jeunes doivent courageux de se présenter. Il faudrait qu'on soit soudés derrière les jeunes. On ne va pas rester dans ce tourbillon-là. Très bien, très bien. Tous les gens qui crient autour de ces 3 grands pour dire tel leader, c'est parce qu'eux mangent. Mais ils savent combien de fois la population souffre. On ne va pas rester dans C'est un vrai coup de gueule venu directement d'Anyama. Merci beaucoup Alfred Kouakou-Konan. Merci, merci pour ce coup de gueule. On sent un ras-le-bol dans son expression. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont dans sa posture parce que la politique a souvent de fois fait beaucoup de mal dans notre pays. Messieurs, avant de passer au prochain sujet, un dernier tour de table sur la situation de Charles Blé Goudé. Professeur Nobou, si on vous entend, on ne va pas plus s'épiloguer sur la question, on va attendre son retour, lui poser les questions pour qu'il nous apporte les éléments de réponse. Comment s'organise ce retour, dernier élément? Alors, je vous ai dit que nous avons mis en place 2 personnes qui vont pouvoir diriger le docteur Bogas Sako, président de la FIDOP. En quelle qualité? En qualité de président du comité d'accueil du président Charles Blé Goudé. Nous voulons que cet accueil-là soit inclusif. Vous voyez, nous avons commencé par mener les démarches. Nous sommes allés voir l'ambassadeur Désiré Tanoé, président de la Chambre des rois, chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous avons sillonné un peu partout pour pouvoir obtenir l'arrivée du président Charles Blé Goudé. Mais lorsque cela est fait, il faut en retour montrer que nous ne venons pas dans une logique de belligérance, quand bien même nous sommes en politique et que nous avons besoin de nous présenter sur l'échiquier politique et de montrer et dire que nous comptons avec notre président. Il faut simplement faire en sorte que cela soit dans une logique de paix, dans une logique d'apaisement et dans une logique de compréhension mutuelle. Nous pensons que nous allons pouvoir. Et le président Charles Blé Goudé me l'a dit, il saluera tout le monde. Il passera voir tout le monde. Très bien. On espère vous avoir, vous, quelqu'un d'autre, un autre cadre du COJEP pour décrypter justement cette actualité au moment venu. Monsieur, à l'international, direction la Guinée. Dans ce pays,
L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, Boubacar Toumba Diakité, est-il en train de ruiner les espoirs de son ex-patron? Il a affirmé lors de son audition au procès du 28 septembre avoir vu des proches collaborateurs de l'ancien chef de la junte sur les lieux du crime. Une déclaration qui donne un tournant décisif, semble-t-il, à ce procès. On fait le point avec Pierre Dipomélé, on en parle juste après. Le procès de Dadis Camara et ses co-accusés dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry est à un virage décisif depuis l'appel à la barre d'Aboubacar Toumba Diakité, l'ancien aide de camp du chef de la junte Dadis Camara. Le prévenu s'est désolidarisé de son ancien patron, qu'il a présenté comme le grand ordonnateur. Il a aussi affirmé avoir vu sur le lieu du massacre plusieurs proches et des hommes du cercle restreint de Dadis Camara, dont Moussa Tiégboro Camara, ancien secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé, et Marcel Guilavogui, un autre membre influent du CNDD, en train de commettre des exactions au stade ce jour-là. Une intervention marquée qui a brisé la relative unité entre les accusés et affaibli davantage la défense. De toute évidence, cette surprenante intervention de Toumba Diakité profite largement aux parties civiles. Mais ce procès, très suivi par les Guinéens, a été suspendu après des propos jugés communautaristes. La comparution d'Aboubacar Sidiki Diakité va se poursuivre lundi. Le procès contre l'ancien chef de la junte Dadis Camara et ses co-accusés s'est ouvert le 28 septembre dernier en présence du procureur de la CPI, Cour pénale internationale. Monsieur Toumba Aboubacar Diakité, à la limite devenu l'attraction de ce procès du 28 septembre, du massacre du 28 septembre. Augustin Couillot, réaction? Que vous inspire ce procès, les allégations, les propos tenus par Toumba Diakité? Bon, je pense que Toumba Diakité, ça fait quand même un peu plus de 10 ans que tout ça s'est produit. Et Toumba, étant membre de la junte qui était au pouvoir dirigée par Dadis Camara, on s'est rendu compte qu'il y avait une crise dans cette junte-là. Et donc, on a vu que Toumba a tiré sur Dadis Camara. Et il a raconté la scène, hein? Voilà, oui, justement. Ah, oui. Mais je veux dire, j'ai le sentiment que ça fait partie des règlements des comptes, en tout cas après cette crise-là. Bon, voilà, il se présente comme quelqu'un qui dit la vérité, toute la vérité. Certainement qu'il dit la vérité, mais ça montre clairement que, voilà, il profite de l'occasion pour couler davantage Dadis. Je ne dis pas que Dadis est blanc comme neige dans cette affaire, mais c'est ce qui transparaît. Et bon, voilà, je ne sais pas si on en tiendra compte forcément. Ce que les gens sont allés régler, c'est qui a tué les femmes, qui a mené cette expédition punitive au stade du 28 septembre. Est-ce que Toumba Diakité était mêlé à ça, puisque dans tous les cas, il reconnaît qu'il s'est retrouvé au stade. Mais pour protéger les leaders de l'opposition, dit-il. Oui, certainement. Peut-être ça peut être aussi considéré comme un remords tardif. Donc voilà. Mais ce que je constate, c'est que c'est un procès de règlement des comptes. M. Toumba Diakité a failli tuer Dadis Camara. Il a tiré sur lui, il a raté. Donc on peut dire que c'est un criminel qui intervient sur au procès. Et heureusement pour lui que ce n'est pas le procès de la tentative d'assassinat de Dadis Camara. Sinon, il aurait bien pu comparaître dans ce cadre-là. Et j'espère que, puisque Dadis Camara, c'est quand même un homme aussi, voilà, après ce procès, il faudra juger la tentative d'assassinat de Dadis Camara. Et à ce titre-là, Toumba Diakité n'aura pas beaucoup de choses. Il dit que lui, il a tenté parce que les gens cherchaient à l'arrêter. Parce que selon tous les témoignages qu'ils ont mis en place, d'après lui, c'est un complot contre lui. Selon tous les témoignages, c'est les hommes de Toumba Diakité. Et lui, il estime qu'il n'avait pas d'hommes sous son autorité. Lui, il dirigeait le salon, d'après ses mots, le salon de Dadis Camara. Très bien. Alafé Ouakili, quelle incidence de cette déclaration et révélation de Toumba Diakité?
Bon, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il fait une sorte de remontada dans l'opinion, hein, parce que c'était le coupable parfait, coupable idéal pour tout le monde. Depuis sa fuite, on a même dit que c'est parce qu'il était coupable pour échapper à la justice qu'il a fait son coup, et les gens n'ont pas vu, n'ont pas perçu comment il a un peu sauvé la démocratie, un peu. Même si ce n'est pas une bonne chose, hein, il faut faire le procès parce qu'il a empêché justement Dadis de confisquer le pouvoir d'être candidat, et puis ça a précipité après les élections et le retour à l'ordre civil. Et aujourd'hui, il a la possibilité de parler. C'est une excellente chose, mais comme Augustin Couillot l'a dit, il faudra un jour non seulement faire le procès de cet attentat manqué, mais aussi le procès de leur coup d'État. Parce que ce procès de ce coup d'État est le procès du coup d'État actuel qui organise ce procès-là. Parce que la leçon à tirer, c'est que l'impunité prend toujours fin. Elle peut mettre du temps depuis toutes ces années, vous voyez, mais aujourd'hui, il y a un procès. Et c'est une leçon pour cette junte qui est aussi au pouvoir, qui doit savoir qu'elle ne doit pas faire d'exactions. Là, il y a eu beaucoup de morts. Mais aujourd'hui, on juge des morts d'une certaine période. Mais il y a déjà 2 morts, 3 morts, 4 morts, 10 morts en Guinée. Mais il ne faut pas que la nouvelle junte là pense qu'elle va y échapper. Elle est en train de faire un procès, ça devrait l'interpeller sur le fait qu'un jour, son Toumba Diakité, son Dadis, son Pivi, son Marcel, tous ceux qu'on cite là, eux aussi vont défiler un jour devant un tribunal. C'est la leçon que je voulais dire en disant que Toumba, il est à l'aise, il tient la médaille. Il fait son show à la limite. Oui, il fait son show. On a remplacé le Dadis Camara Show par un Toumba Show, avec des avocats qui font aussi leur show, tout le monde. Et les dépositions, les témoignages, les interrogatoires vont se poursuivre. On va voir qui va le mettre en difficulté. Et si les gens, Dadis aussi parlera, et puis on verra s'il pourra rester comme il paraît, serein jusqu'à la fin. Et ensuite, les juges vont dire, mais ce qui est sûr, il prend un peu le dessus avec le début, parce que pendant longtemps, il est apparu comme le coupable idéal. André ? Oui, moi ce que j'aimerais relever, c'est qu'il faut déjà saluer cette volonté de la justice guinéenne qui a mis en place justement le tribunal criminel spécial. C'est quelque chose... Volonté des autorités de transition ou volonté de la justice guinéenne? On va dire les deux. Question, Non, on va dire les deux. Pour être honnête, si le colonel Doumbouya ne voulait pas, ça ne se tiendrait pas. Comme le président Alpha Condé ne l'avait pas voulu, eh bien, ça ne se tiendrait pas. Donc, mais en Côte d'Ivoire, il y a eu justement aussi le procès de l'assassinat du général Gueye, un peu de cette façon, sauf que ça n'avait pas été médiatisé, mais je vous assure, il y a eu des confessions, il y a eu des aveux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Alors, le procès du 28 septembre, les crimes ont eu lieu dans le stade du même nom, ouvert le 28 septembre 2022, je ne sais pas si le 28 septembre a une signification particulière. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a eu plusieurs actes criminels liés au 28 septembre. Du rappel du fameux nom. Oui, voilà. Au général de Gaulle. Il y a eu même des massacres aussi auparavant et tout cela. Bon, bref, pour moi, avec ces 12 accusés et l'accusé vedette aujourd'hui, Aboubacar Sidiki Toumba, il est important qu'il y ait des Toumba dans des procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il a décidé, comme on dit en Côte d'Ivoire, de casser les papeaux. De tout dévoiler. Voilà, je vous assure, moi je l'écoute attentivement, mais c'était une grosse plaisanterie qui dirigeait la Guinée. C'était une grosse plaisanterie. Des gens qui n'avaient aucune conscience de leur responsabilité. Et moi, je me dis, mais les Guinéens ne savaient pas qui les dirigeait. Ils n'avaient aucune des gens qui n'avaient aucune vision, qui n'avaient aucun programme, aucun projet, rien, qui s'était appuyé sur des féticheurs, des marabouts. Mais la Guinée n'a pas besoin de cela. Et heureusement que Toumba décide même de sortir du cadre, parce que tout ce qu'il explique, c'est l'histoire de la Guinée de cette époque. Et j'aime donc ces confessions qui peuvent être vraies ou fausses. Il n'empêche, je l'écoute, il est très cohérent.
Il est vraiment très cohérent. Et les procureurs, les avocats et autres n'arrivent pas à le coincer. Parce qu'il est cohérent. Autre chose, c'est que j'ai l'impression que la justice guinéenne aussi est en train de se laisser prendre au piège. Parce qu'en fin de compte, il y a des chefs d'accusation. Il y a eu 157 morts, 109 violences basées sur les gens, avec des viols et autres. Mais on ne dit pas très clairement, sur les 12 accusés, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Vous avez l'impression que ça va un peu dans tous les sens? Justement, j'ai vraiment l'impression que ça va un peu dans tous les sens, comme très souvent dans nos justices africaines. Dans tous les cas, on sait que c'est toi. Non, la responsabilité est individuelle. Moi, j'ai suivi, par exemple, la comparution, je crois, de Pivi, où son avocat lui demandait « On vous reproche d'être mêlé à des viols. Est-ce que, jusqu'à présent, on vous a présenté des femmes qui vous ont accusé de viol ?» Il dit non. Voilà, donc il faut bien que la justice ivoirienne, la justice guinéenne, c'est vrai, elle a du mérite, mais il faut qu'on recentre un peu le procès autour de ces crimes précis. Très bien. Par ailleurs, je veux dire que ce procès, les commissions d'enquête, les organisations internationales, est-ce que les gens ont eu accès à des rapports balistiques? Les gens ont-ils été tués par balles? Les balles sont sorties de quelle unité? Est-ce que c'est numéroté, tout ça? Non, ça, par contre, on peut répondre parce que, justement, c'est pourquoi l'un des, je crois, médecins ou autres est poursuivi, parce qu'il y avait une volonté, justement, de cacher les preuves, de manipuler, de brouiller les pistes. Voilà. Il y en a, je crois, un médecin qui comparait la pour ça. D'accord, très bien. Professeur Nobou, rapidement. Oui, je voulais juste m'interroger, me poser des questions et puis demander... la question c'est, pauvre Afrique, est-ce que nous allons un jour nous en sortir? Parce que quand je regarde ça, je suis inquiet. Bon, est-ce que l'Afrique est maudite? Non. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas maudite. Elle n'est pas maudite. Aucunement. Voilà, j'ai répondu en disant non. Moi aussi. Mais en même temps, les questions de responsabilité, c'est les questions de responsabilité et de choix de conduite d'un peuple et d'une nation. Ce n'est pas forcément qu'il faille être titulaire d'un PhD parce que, autrement, nos chefs traditionnels au village n'allaient pas pouvoir diriger les villages. Mais pendant que, avant qu'on arrive à l'indépendance, qu'on ait nos États modernes, nos villages n'ont pas brûlé. Ils ont bien gouverné sans être allés à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde ce procès, avec tout ce qui est dit? Mais est-ce que la Guinée n'avait pas la possibilité d'éviter tout ça? La question mérite d'être posée. Evans, rapidement, avant de passer au carton. Moi, en fait, quand je regarde, je me dis, ça doit être une honte pour tous les Africains, ça doit être une honte pour la Guinée, parce que André l'a dit, quand tu écoutes Kumba, c'est qu'à un moment donné, la Guinée a eu des plaisantins à sa tête. Et derrière, on a pensé qu'ils étaient venus pour changer les choses, mais en réalité, eux-mêmes ne savaient pas où est-ce qu'ils partaient. Et quand Kumba dit que... Toumba, pardon. Quand Toumba dit que s'il n'était pas là, ça allait être plus grave, mais ça montre combien de fois l'irresponsabilité de ceux qui dirigeaient la Guinée en ce moment-là était grave. Donc pour moi, au final, il faut qu'on tire leçon de ce que nous voyons aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord qu'ils cassent les papeaux pour que chacun puisse, à la fin de ce procès, en tirer les leçons. Et ça, c'est très important pour les Africains. C'est très important aussi pour les pays où il y a coup d'État. D'accord. Professeur, très rapidement, sur la question. Je tire 2 leçons. La première leçon, c'est celui qui sème la zizanie, il récolte la tyrannie. Si on joue avec nos institutions, avec nos lois, avec la démocratie, on finit par avoir ce genre de pouvoir. La deuxième leçon, ce procès s'adresse à tous nos Robins des bois tropicaux. Merci. Voilà. Quand on met en terre un bossu, quand vous êtes bossu, là, vous devez voir comment on va vous mettre en terre. Tous ceux qui ont fait des coups d'État partout et qui sont aujourd'hui considérés comme des héros, qu'ils regardent. Parce qu'on a le sentiment qu'à un moment donné, il y a comme un malin génie
qui leur demande de déclencher un mécanisme pervers d'autodestruction et ils ne veulent plus lâcher le pouvoir et ils croient qu'ils sont des hommes providentiels. C'était le cas de Dadis. Et quand vous pensez que vous êtes un homme providentiel et que vous êtes plus intelligent que tout le monde, voilà un procès qui vous accueille après où on vous montre que vous n'êtes rien du tout. C'est sur cette image qu'on va mettre un terme à ce troisième sujet. Messieurs, dans quelques instants, vous allez attribuer vos cartons. Ce sera juste après ceci. Augustin Couillot. Ouais. Augustin Couillot, vos cartons. Ben, un carton vert pour Charles-Blé Goudé. Charles-Blé Goudé, le carton vert se justifie par le fait que j'estime qu'il a pris la patience d'attendre, de faire les démarches pour pouvoir rentrer dans son pays. Et je pense que c'est une bonne chose. Très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Un autre carton. Le carton vert. Comme votre cravate, il me semble, ou pas de rouge ce soir? Carton jaune. Oui. Pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que ils auraient dû, à mon sens, le gouvernement aurait dû, dès lors que Blé a eu son passeport, on aurait dû lui dire, Monsieur Blé, vous pouvez venir quand vous voulez. Parce qu'en faisant retarder, on a eu le sentiment qu'ils avaient un calcul politique. Et c'est ça qui peut entraîner les soupçons de manipulation. D'accointance. Ou d'accointance. D'accord, très bien. Professeur? 2 cartons verts. Le premier? Le premier carton, c'est à l'endroit du Premier ministre Hachi Patrick. Pourquoi? Qui a eu un discours magistral devant les jeunes étudiants. Oui, il a parlé de son enfance, qui a fait le tour, qui est devenu viral tout de suite. Parce qu'il s'agit de parler à ses enfants, non pas du savoir, mais du savoir-être, du savoir-faire et de leur parler de la vie. Je crois que c'est ce qu'il a fait, ils ont apprécié et moi j'ai apprécié. Le deuxième? On dit que si tu crois que tu es trop grand pour faire de petites choses, c'est que tu es trop petit pour faire de grandes choses. Professeur Dion et ses images. Professeur connaît Marietou. Mariatou. Avec tout ce qu'on connaît comme programme, a pris le temps de venir présider une thèse de soutenance de doctorat. Un jury, elle était présidente du jury. Et il faut que le président de l'association des philosophes ivoiriens puisse dire merci à cette dame parce qu'elle a trouvé le temps de venir partager avec des philosophes. Merci beaucoup. Malgré ses occupations. Très bien. André? Carton rouge. Ce soir, vous commencez fort. Dites-nous. Oui. Il n'est pas possible qu'au moment où on continue on commence à payer les inscriptions en ligne et tout cela, on continue de payer la bourse des étudiants en mai à mai. Quand vous voyez quelqu'un faire compliqué, ce qui est simple, c'est qu'il a un agenda. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, commencez à payer les bourses des étudiants à travers des mécanismes électroniques. D'accord. Prochain carton. Carton jaune. Aux jeunes de Bobo Dioulasso, vous vous êtes promenés partout avec les drapeaux russes. On vous demande de venir vous enrôler pour être des volontaires, des VDP. On ne vous voit pas. Carton jaune, allez vous faire enrôler pour défendre la patrie parce que c'est la patrie ou la mort et nous vaincrons. Carton vert. Au ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, qui a engagé une bataille qu'on ne voit pas venir. C'est la guerre du prix du cacao. Il faut vraiment que les Ivoiriens puissent le soutenir parce que le cacao, c'est vraiment l'un des socles de notre développement. Carton vert au ministre d'État pour la guerre du prix du cacao. Alors, dans le prolongement de ce que vous dites, cette semaine s'est tenu à Paris le salon du chocolat. La Côte d'Ivoire avait un beau stand qui mérite un carton vert. Voilà, la réalisation nous propose quelques images de ce stand de la Côte d'Ivoire qui a reçu beaucoup de visiteurs. Et les gens, évidemment, se sont rendus compte qu'on n'est pas seulement premier producteur mondial de cacao, mais on a aussi un savoir-faire de nos artisans chocolatiers qui montent en puissance. Professeur Nobou, vos cartons, Evans notamment, qui est sur ce plateau, effectivement. Je voudrais... Un rouge pour qui? Pour les structures qui gèrent nos routes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Quand vous prenez la route à partir de Yamoussoukro jusqu'à Bouaké, mais vous êtes
sujet à la mort, c'est-à-dire que vous avez votre vie grâce à Dieu et à tout ce qu'il faut, vraiment rien. La route n'est pas du tout praticable. Très bien. D'où à où, vous avez dit? De Yamoussoukro à Bouaké. D'accord. Prochain carton? Je voudrais donner un carton vert au président du COGEP, M. Charles Blé Goudé. J'ai envie de dire évidemment. La science. Et pour l'envergure de la démarche que nous avons eu à faire pour son arrivée, je voudrais donc leur donner un carton. Très bien. Merci beaucoup, Alafé Wakili. Moi, un carton jaune pour la Guinée, les encourager pour le procès. Ce que Toumba fait, mais en même temps attirer l'attention des autorités actuelles sur leurs responsabilités pour éviter les mêmes tentations, les mêmes erreurs et pour avancer vite vers le retour à une vie démocratique normale. Et quand on perdu dans les transitions, dans les coups d'État comme ça, que ce qui est arrivé là-bas est arrivé parce que les gens continuent de contester cette autorité et s'ils ne font pas attention, ils risquent de commettre les mêmes erreurs. Un carton vert d'abord pour les discussions au gouvernement et COGEP Blé Goudé qui permettent son retour prochain au pays, en Côte d'Ivoire, après toutes ces années. Intéressant que les choses soient passées dans de bonnes conditions. Et puis un carton vert, au-delà de ce que le Premier ministre a dit récemment, et aussi au-delà de ce que André Sylvain Conan a dit pour le ministre d'État à l'ensemble du gouvernement pour les actions qui sont entreprises, notamment le PS Group, en vue de, et puis il a cité aussi Maria Kone, en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Très bien. Pas de rouge. Merci beaucoup. Evans Kofi? Moi, un carton vert pour la présence de... au salon du chocolat de Paris pour mes confrères chocolatiers ivoiriens qui sont là-bas. Aujourd'hui, on affirme qu'il y a du savoir-faire en Côte d'Ivoire. Donc, on ne doit plus dire Côte d'Ivoire premier producteur, mais on doit désormais dire Côte d'Ivoire premier producteur de cacao et chocolat. De chocolat. Voilà. Vivement, donc, vivement. C'est le pays du cacao et du chocolat. C'est cela. Donc déjà, carton vert. Carton vert aussi au Premier ministre qui a eu un discours très inspirant, à l'endroit des jeunes. Ça m'a beaucoup touché parce que je me retrouve là-dedans et je me dis aussi que beaucoup... Vous avez été dernier de votre classe aussi? Non. On termine. Je me retrouve là-dedans. C'est que quelque part, c'est parti de rien pour arriver au sommet. Il semble avoir honte de dire s'il a été... On est obligé d'interrompre. Merci beaucoup, monsieur. Evans Kofi, Alafé Wakili, professeur Nobou Yassine, professeur Simplice Dion, André Sylvain Conan, Augustin Couillot, merci à vous d'être venus faire le débat ce soir. Carton vert à vous tous, carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent tous les jours. Merci à la réalisation emmenée par Osso François. Merci à toute l'équipe de production de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360.